C'est à nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence intitulée « Urgence et action sociale, quelles frontières ?» La part des appels d'urgence à caractère social ne cesse d'augmenter ces dernières années. Mais où se situe la frontière entre urgence sociale et urgence vitale? Y en a-t-il une d'ailleurs? Qui doit intervenir et dispose-t-on aujourd'hui en France d'une organisation et des moyens adaptés pour y répondre? Pour tenter de répondre à ces questions, et bien d'autres encore, je compte sur vous d'ailleurs pour ça, nous avons avec nous le docteur Suzanne Tartière, médecin régulateur au SAMU de Paris, particulièrement impliquée dans la cause sociale. Elle nous exposera sa vision et la nécessité de transformer notre système de prise en charge. Monsieur Philippe Gardan, qui est directeur du secourisme et de la solidarité à l'Ordre de Malte. Il a également longtemps évolué au sein du Secours catholique. Il nous parlera de tout ça. Le général Joël Prieur, qui a un petit problème de transport, il sera là dans quelques minutes, espérons-le. Je le présenterai à son arrivée. Madame Claire Elkébir, responsable du service social de l'hôpital Necker. Elle nous parlera de l'expérience pilote qu'elle met en place à l'hôpital Necker sous l'impulsion et en collaboration avec le docteur Suzanne Tartière. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole au docteur Suzanne Tartière qui enchaîne les conférences, puisqu'elle était en conférence juste avant et elle n'a même pas eu le temps de finir son café. Merci. C'est à vous, docteur. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je crois que vous vouliez qu'on parle de l'urgence sociale et éventuellement d'une définition de l'urgence sociale. Par analogie à la définition de l'urgence médicale que certains d'entre vous connaissent bien, on dit qu'il y a des facteurs de l'urgence médicale. On pense évidemment à la gravité. Quand c'est grave, c'est urgent. Mais il y a d'autres facteurs aussi, comme la quantité de soins. S'il y a beaucoup de blessés et peu de soins disponibles, des gens qui seront urgents ne le seront plus. On pense aussi au temps qu'il faut mettre pour atteindre les victimes. Si vous êtes au fin fond de l'Himalaya, que vous avez un extradural, c'est sûr que votre urgence, elle va être dépassée, ce ne sera plus une urgence qu'on pourra traiter. Et puis, il y a un quatrième facteur qu'on mettait dans cette urgence médicale, qui a été décrite par le docteur Martinez il y a longtemps, c'était ce qu'on appelait la valence sociale. Il est vrai que, quoi qu'on en pense, on ne traite pas de la même manière un ministre ou n'importe lequel d'entre nous, et que de temps en temps, on se laissera un peu déborder. Même moi, j'avoue que si jamais Clint Eastwood appelle au SAMU, je me précipite, j'y vais. Même si ce n'est pas grave. L'urgence sociale, donc, on peut aussi décrire des facteurs. Les facteurs auxquels on pense tout de suite, c'est les facteurs financiers. Quand on n'a pas d'argent, c'est pas d'argent, qu'on ne peut plus se loger, c'est sûr que ça va devenir une urgence. Le facteur argent, le facteur aussi logement, pas de logement, que ce soit parce qu'on a été expulsé de chez soi, parce que notre logement a été détruit. Autre facteur aussi, les problèmes psychiatriques. Quand on a des problèmes psychiatriques et des pathologies psychiatriques qu'elles ne sont pas traitées, cela va aggraver tous les problèmes qu'on peut avoir. Le temps aussi. Le temps depuis lequel on a ces problèmes. On dit toujours, un vieil adage dit que 3 mois dans la rue vont nécessiter 3 ans pour s'en sortir. Enfin, il y a un dernier facteur qui est sans doute le plus important de l'urgence sociale, c'est ce que j'appelle le lien. On peut ne pas avoir de problème financier, avoir un bel appartement, habiter dans le 16e et pourtant mourir de faim parce qu'on n'a plus aucun lien, plus personne qui vient vous voir. On est complètement désocialisé, personne qui vous aide pour faire vos courses et on peut vraiment mourir de faim dans le 16e. Alors qu'on peut vivre dans des conditions difficiles, ne pas avoir de logement, ne plus avoir de ressources financières, mais avoir une famille qui va vous aider, qui va faire un dernier maillage et vous ne serez pas dans cette situation d'urgence sociale. Donc le facteur lien, c'est un facteur le plus important. Et je lisais un article, là, le CESE, le Comité économique, social et environnemental, s'est saisi, il va faire une étude. Et je lisais un petit résumé disant que la solitude est sans doute un déterminant médical qu'il va falloir prendre en compte. Et nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes liés à la grande solitude, en particulier des personnes âgées. Merci, docteur. Donc l'urgence sociale existe vraiment ? Je pense qu'elle existe. Certains d'entre vous le savent, j'ai travaillé pendant 15 ans au SAMU social de Paris. C'est vrai que je suis médecin au SAMU de Paris, donc au SAMU médical, et j'ai eu la chance pendant 15 ans d'avoir une activité double, à la fois au SAMU social et au SAMU médical. J'ai rêvé d'un SAMU social qui aurait fait l'urgence sociale de tous, non seulement des gens dans la rue, mais aussi des gens à domicile.
Et ça a été impossible. Le SAMU social n'a pas voulu s'ouvrir, sans doute par peur d'être débordé. Et quand je suis revenu à temps plein au SAMU médical, mon chef de service m'a permis, le professeur Carly m'a permis de m'occuper des problèmes sociaux au SAMU. Et c'était un sacré challenge de dépister ces urgences, de les traiter. Et puis j'ai l'aide on bénéficie au SAMU des compétences de Madame El Kébir. Et c'est vrai que c'est pour nous qui va nous parler de son action, mais c'est une sacrée chance de pouvoir bénéficier des compétences d'une assistante sociale pour les rares vraies urgences sociales auxquelles on est confronté. Les urgences, la plupart du temps, elles sont mixtes, médico-psychosociales, elles sont rarement isolées. Elles sont rarement isolées, mais si elles ne sont pas prises en charge, elles vont rapidement évoluer vers ce que vous appelez de la vraie urgence sociale. C'est vrai que les gens, par exemple, les gens âgés qui nous appellent au SAMU disent, ils ont 90 ans, 95 ans, et ils vous disent « j'ai mal au ventre ». Et puis, première fois, votre médecin traitant, non, il ne travaille pas aujourd'hui. Alors on envoie un médecin urgentiste. Et puis, au bout d'un certain nombre de visites, ils vont refuser, ils vont être blacklistés parce qu'ils n'ont pas de problème médical réel. Et puis, le médecin n'a pas le temps de voir comment vivent ces personnes, si elles sont accompagnées, si elles ne vivent pas seules et tout. Et donc, elles vont en permanence appeler le SAMU, puis on va les envoyer aux urgences. Les urgences vont ne plus les supporter. Et au bout d'un certain nombre d'appels, ces dossiers maintenant sont signalés et on se rend compte qu'on peut agir en amont et créer des liens et les mettre en lien avec toutes les structures sociales. Et ces appels qui, maintenant, de plus en plus prégnants, représentent pratiquement 30% des appels au SAMU. L'urgence grave, l'urgence vraie, pour laquelle on a été créé, d'ailleurs moi je suis anesthésiste réanimateur, elle ne représente que 10% des appels au SAMU. Merci. Monsieur Gardan, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Gardan, comme on vient de me présenter, je suis donc responsable des activités de secourisme et de solidarité à l'Ordre de Malte France. Alors, juste en préalable, le secourisme, je pense que vous connaissez tous, ce sont les activités qui sont menées par des grandes associations comme la Croix-Rouge, la Protection civile et l'Ordre de Malte. Je ne m'y étends pas. Et en ce qui concerne les activités de solidarité, cela recouvre deux types d'activités. La lutte contre l'exclusion, et notamment la grande exclusion. Donc ça, j'y reviendrai parce qu'effectivement, c'est peut-être ce qui va nous permettre de dialoguer avec les autres intervenants. Et une deuxième série d'activités en faveur des migrants et des réfugiés. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, peut-être en préalable, c'est qu'il me semble que dans les urgences, qu'elles soient sanitaires ou sociales, ce qui est central, c'est la personne. Ce qui est central, c'est vraiment la personne, qui peut connaître une situation de détresse, comme vient de l'expliquer le docteur Tartière, plus ou moins profonde et plus ou moins diversifiée. Il n'y a pas qu'un type de détresse. Alors maintenant, dans les situations d'urgence sociale, il y a systématiquement des besoins matériels et logistiques. Qu'entend-on par là ? Ça peut consister en l'installation et l'équipement de locaux temporaires ou de tentes. Ça peut être de la mise à disposition de lits picots, de duvets, de couvertures, de vêtements, tout ce qui permet d'assurer l'hébergement et la lutte contre l'hypothermie. Ça peut être également, bien sûr, la fourniture de repas, de collations et de boissons pour réconforter les personnes. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la prise en compte de l'hygiène des personnes. Voilà, ça c'est un préalable. Mais ce qui prime, à mon sens, c'est l'accueil et l'écoute des personnes. L'accueil et l'écoute, qui sont plus ou moins fragilisées, choquées, voire traumatisées par ce qu'elles ce qu'elles vivent ou ce qu'elles viennent de vivre. Alors là, je voudrais juste citer quelques anecdotes, mais qui sont assez éclairantes de par mon expérience. Effectivement, j'ai travaillé pendant assez longtemps au Secours catholique et j'ai eu l'occasion de vivre de grandes opérations d'urgence sociale. Il y en a une expérience que je voudrais citer parce qu'elle est assez révélatrice. Ce sont les rapatriements qui ont eu lieu suite aux grandes catastrophes. Vous vous souvenez du tsunami il y a une dizaine d'années ou le tremblement de terre à Haïti en 2010.
suite à ces événements, très rapidement, les pouvoirs publics français ont organisé à l'aéroport de Roissy le rapatriement et l'accueil des personnes victimes de ces catastrophes. Et là, c'est assez intéressant parce que donc il faut savoir qu'il existe un préfet aux aéroports qui a pour périmètre de compétence l'aéroport du Bourget et celui de Roissy. Et c'est ce préfet qui a organisé, qui a mobilisé l'ensemble des intervenants publics ou privés pour s'occuper de l'accueil de ces personnes. Donc ces intervenants, c'était bien sûr des intervenants publics comme par exemple le ministère des Affaires étrangères, mais aussi la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, que connaît sûrement le docteur Tartière. Mais c'était aussi des intervenants associatifs comme la Croix-Rouge et le Secours catholique. Et par exemple, le Secours catholique était plus particulièrement chargé de l'aspect vêtements. Pourquoi ces événements ont eu lieu en hiver, dans des pays où il fait chaud. Donc nous avons vu arriver à l'aéroport de Roissy des personnes qui étaient mais littéralement en t-shirt et en tongs. Vous imaginez des personnes qui arrivent alors qu'il fait -5 dehors. Donc c'était très important effectivement d'avoir prévu toute une gamme de vêtements chauds d'hiver pour ces personnes. Évidemment tout ce qu'il fallait pour les réconforter. La Croix-Rouge était plus particulièrement chargée de l'accueil sanitaire dans les avions directement et puis ensuite à terre, je dirais dans l'aéroport. Et ce qui était très intéressant, c'est que finalement, au-delà de la mission logistique qui avait été confiée au Secours catholique, ce qui a été primordial, ça a été le contact humain avec ces personnes profondément choquées, traumatisées. Et dans ce cadre, les bénévoles, puisque c'était effectivement des bénévoles qui intervenaient côté Secours catholique, je salue le général Joël Prieur qui arrive. Voilà. Les bénévoles étaient particulièrement bien placés pour entretenir ces liens. Voilà. Ce sont les aléas de l'urgence. Les bénévoles étaient donc particulièrement bien placés pour établir des contacts et des liens avec ces personnes qui avaient besoin de parler. Alors certes, il y avait les intervenants spécialisés comme la CUMP, mais ça c'était pour les cas les plus graves, je dirais. Mais la plupart de ces personnes avaient besoin de se livrer, enfin si elles le souhaitaient, avaient besoin de se livrer, de se confier. Et les bénévoles étaient là pour les écouter. Et les bénévoles qui étaient là avaient une expérience dans le champ du social. Donc ils avaient l'habitude d'accueillir et d'écouter des personnes dans une certaine forme de détresse, et pour ça ils étaient finalement bien placés, bien positionnés pour cette mission. Autre exemple assez intéressant, c'est régulièrement pendant l'hiver, les pouvoirs publics déclenchent ce qu'on appelle des plans hiver dès que les températures descendent en dessous d'un certain niveau. Et il y a quelques années, j'ai souvenir que l'État avait mobilisé des infrastructures militaires. C'était le cas, alors moi je travaillais dans les Yvelines, c'était le cas de la base aérienne de Villacoublay par exemple, ou d'une autre base qui était gérée par l'aéronaval à l'époque, à Toussus-le-Noble. Et sur cette base, le Secours catholique a été chargé d'accueillir pendant une dizaine de jours des personnes qui étaient sans domicile sur Paris et qui étaient notamment en lien avec l'association Emmaüs. Et ces personnes étaient prises en charge en autocar tous les soirs, et elles étaient conduites sur cette base militaire en partie désaffectée. Et là, des bénévoles du Secours catholique, mais je dois le dire aussi en lien avec des professionnels de la Croix-Rouge, donc voyons, on travaille beaucoup en interassociatif aussi, ont pris en charge l'accueil de ces personnes, leur hébergement et également les collations qui leur étaient servies. Et puis ces personnes repartaient le matin sur Paris. Plus récemment, je vais peut-être citer un dernier exemple parce qu'il est intéressant, cette fois-ci il est international. Vous avez suivi l'actualité cet automne assez tragique en Italie où ont eu lieu successivement plusieurs tremblements de terre. Et nous avons été sollicités à l'Ordre de Malte par nos collègues italiens du corps italien de secouristes de l'Ordre de Malte, qui est une unité très bien organisée, très bien structurée pour les interventions d'urgence. Mais ces personnes étaient sur le pont depuis l'été.
où il y avait eu un premier tremblement de terre, et commençaient à fatiguer. Donc ils ont lancé un appel européen au niveau du réseau de l'Ordre de Malte pour permettre à des équipes d'autres pays d'intervenir. Et donc c'était essentiellement une mission logistique pour gérer un certain nombre de centres d'hébergement temporaires qui avaient été montés par les Italiens pour accueillir les personnes en attendant qu'elles soient relogées de manière plus durable. Et donc nous avons plusieurs équipes, c'est d'ailleurs Joël qui s'en est occupé, qui sont parties pour épauler nos collègues italiens. Donc vous voyez un peu le type d'intervention que l'on peut avoir et les collaborations, les partenariats que nous pouvons nouer. Donc je dirais finalement, il y a de grandes similitudes entre la prise en charge des personnes impliquées dans les catastrophes, qu'elles soient climatiques, accidentelles ou malheureusement plus récemment les attentats, et celle des personnes en grande exclusion ou sans abri. Et il me semble qu'à ce titre, les bénévoles des associations, qu'elles soient les associations agréées de sécurité civile sur la branche secourisme ou celles des associations caritatives, c'est le cas de la solidarité, donc vous voyez à l'Ordre de Malte, nous mobilisons les deux registres. Ces personnes sont tout à fait complémentaires dans les interventions d'urgence. Et je dois vous dire qu'à l'Ordre de Malte, nous essayons de développer de la transversalité entre des bénévoles qu'on appelle les logisticiens de sécurité civile et ceux de la solidarité. Et ça se manifeste par une activité assez originale. Il y a quand même, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui l'amènent en France, qui sont celles qu'on appelle les maraudes médicalisées. Donc les maraudes, ce sont ces équipes mobiles qui vont à la rencontre des personnes en situation de fragilité sociale. Et là, ce sont des maraudes spécialisées, c'est-à-dire que pour chaque équipage, on a systématiquement un médecin, une infirmière et puis des bénévoles qui n'ont pas de compétences médicales. Et donc c'est un peu une opération d'aller vers les personnes qui sont les plus fragilisées. Et on sait que malheureusement, beaucoup de ces personnes sont en détresse sanitaire et sont en rupture, ou je dirais n'ont pas accès aux services de soins de base, pour tout un tas de raisons. On pourra y revenir après si vous le voulez. Mais voilà, c'est assez intéressant de noter ce partenariat. Dans les deux cas, et je me dépêche, il me semble qu'il y a une grande importance pour les bénévoles d'avoir de l'expérience, mais aussi de la formation. Donc, par exemple, à l'Ordre de Malte, nous mettons en place des formations plus techniques, je dirais qu'elles soient logistiques, pour les logisticiens de sécurité civile, ou par exemple pour les bénévoles qui tournent dans nos maraudes sociales, donc des formations techniques, mais aussi, et nous commençons à les monter, des formations psychosociologiques. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'accueil, l'écoute des personnes, et que ça ne s'improvise pas totalement. Il faut quand même adopter un certain nombre il y a des postures qui sont plus favorables que d'autres, et donc voilà, les formations sont importantes. Et dans tous les cas, ce que je voulais dire un peu en conclusion, c'est que il me semble que les bénévoles apportent une vraie valeur ajoutée parce qu'ils consacrent leur temps gratuitement à toutes ces personnes en détresse, gratuitement. Donc ce ne sont pas des services organisés et normés, mais ce sont des personnes qui viennent parce qu'elles sont motivées pour être au service des autres. Et donc c'est les relations et la gratuité de la relation qu'elles peuvent établir. Ils sont donc, à mon sens, ces bénévoles, très complémentaires des services de l'État et des services publics. Et d'ailleurs, l'État ne s'y trompe pas, puisqu'il sollicite de plus en plus les bénévoles de nos associations. Mais je pense que Joël pourra en parler mieux que moi. Voilà. Je vous remercie. Madame El Kébir, donc vous mettez en place à l'hôpital Necker une expérience en collaboration avec le docteur Tartière. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je travaille à l'hôpital Necker comme cadre socio-éducatif depuis 1 an et demi maintenant. Initialement, Madame Tartière s'était battue, on peut dire ça comme ça, pour avoir un demi-poste d'assistante sociale au SAMU de Paris, donc au SAMU médical. Bon, il s'est trouvé que l'assistante sociale est partie en congé maternité, donc bon, j'ai dû m'adapter. Et en fait, l'assistante sociale travaillait du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Mais bon, moi j'ai aussi d'autres activités. Je suis responsable de 45 personnes, donc je ne pouvais pas donner tout ce temps-là. Donc on a imaginé une sorte d'astreinte téléphonique H24. Donc bon, c'est un petit peu audacieux. Parce que ça n'existe pas. C'est audacieux parce que ça n'existe pas aujourd'hui dans le social. Ah non, non. Après 17h, Oui. je caricature un peu, on arrive à joindre personne. Non. Voilà. Donc, des fois, ça m'arrive d'être appelé le samedi ou le soir à 22h30. Bon, effectivement, les associations sont fermées, etc. Donc, il faut que j'arrive à trouver quelque... Enfin, je ne suis pas appelée très souvent. Les médecins du SAMU jouent vraiment bien le jeu et ils ne m'appellent pas non plus toutes les nuits ou tous les week-ends. Donc ils m'appellent vraiment quand ils sont arrivés au bout de la prise en charge ou quand vraiment ils sont inquiets pour la situation. C'est souvent évidemment des personnes seules à domicile, en général tétraplégiques ou complètement polyhandicapées dans un lit, qui sont gardés par leurs enfants, et c'est souvent l'hospitalisation de l'enfant qui fait que, quand je dis de l'enfant, c'est de l'adulte, hein, bien sûr, qui est hospitalisé, et la personne se retrouve seule, et on a pris le parti de ne pas vouloir hospitaliser la personne âgée. On sait parfaitement, maintenant avec l'expérience, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, ça fait 30 ans que je travaille dans les hôpitaux publics, qu'une personne âgée qui arrive aux urgences, elle en a pour 8-9 heures d'attente à peu près. Après, elle ira au lit-porte et elle va perdre 20% de sa capacité, de son autonomie, et globalement, elle va perdre beaucoup de ce qu'elle peut au moins avoir à domicile. Donc, le mot d'ordre de tout maintenant, avec le recul, c'est de ne pas hospitaliser les personnes âgées, en tout cas le moins longtemps possible, et que ça soit bien précis, mais jamais, sauf urgence réelle médicale, mais on n'hospitalise pas quelqu'un parce que son fils ou sa fille est hospitalisé. Donc là, il fallait trouver la voisine qui prendrait sur elle, mais il a fallu que je travaille au téléphone. Alors je ne me déplace pas, enfin en tout cas pas la nuit, je ne me déplace pas au domicile, mais en tout cas j'ai pu discuter longuement avec la voisine pour la réassurer, pour lui dire que, écoutez, là pour le moment, la dame était dans les barreaux de son lit, qu'elle ne craignait rien, qu'on l'avait un petit peu rassurée. La voisine était rassurée, et dès le lendemain matin, on a fait venir des aides, des auxiliaires de vie pour s'occuper de la personne. Donc en fait, il y a eu une façon aussi peut-être de dire aux voisins, vous n'êtes pas non plus responsable du tout, et vous n'êtes pas responsable de votre voisine, mais en même temps de la soulager aussi de ce problème en disant que le lendemain matin, on allait prendre le relais. Voilà. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, le système d'urgence médicale n'est pas adapté à ces situations sociales. Non. C'est aussi contre ça que vous vous battez avec le docteur Tartière. Oui. La réponse la plus simple, effectivement, c'est d'adresser les patients aux urgences. Et comme le disait Claire, c'est vraiment pour des personnes âgées, on leur fait perdre l'autonomie, c'est vraiment une situation, je dirais presque une catastrophe. Donc il faut tout faire pour éviter ça. Et tisser des liens avec le monde social et pouvoir agir le plus souvent possible en amont. Travailler avec les CLIC, avec les services sociaux départementaux polyvalents, travailler avec les CCAS. Et puis se battre aussi pour qu'on puisse déclencher en urgence des aides à domicile. C'est très compliqué de trouver une auxiliaire de vie la nuit, le week-end, de trouver quelqu'un qui pourra faire un pansement, une infirmière. Donc on essaie de trouver des systèmes qui puissent répondre rapidement. Et le week-end, c'est vrai qu'on fait très souvent appel aux associatifs. Et là, je remercie Joël et son collègue d'être là. C'est vrai que le week-end, quand on a un problème social, on demande souvent à la Croix-Rouge d'intervenir ou à l'Ordre de Malte. Et avec leurs compétences et leur personnel, leurs bénévoles, certaines fois, ils sont allés chercher un radiateur pour une personne âgée qui n'avait plus de chauffage chez elle, et c'était dommage d'envoyer aux urgences. Simplement, les plombs avaient sauté, il fallait qu'on trouve un système de chauffage à la maison. Donc, des petites choses comme ça qui peuvent, ça paraît rien, mais ça peut vraiment bouleverser, ça peut changer la vie. Un peu de musique. On va maintenant donner la parole au général Joël Prieur, donc, qui est responsable du secourisme à l'Ordre de Malte, qui est également président de la commission secours et soutien aux populations au Conseil national de la protection civile, et qui est en plus porte-parole des associations agréées de sécurité civile. Voilà, mon général, je vous laisse la parole pour qu'on ait votre vision sur le sujet.
Bien, merci. Donc c'est avec la casquette Conseil national de la protection civile que je viens intervenir là. Et donc nous sommes 6 associations, les principales associations de sécurité civile agréées par l'État dans cette commission. Et je viens vous parler un petit peu de leur engagement qui se situe aujourd'hui effectivement de plus en plus dans le domaine du social, si on veut appeler ça comme ça. Et je fais un petit retour en arrière sur la loi de 2004, la fameuse loi de refondation de sécurité civile, qui définit 4 types de missions qui sont assignées à ces associations, missions A, B, C, D. En faisant un petit raccourci, 2 de ces missions sont essentiellement des missions de secouristes. Et là, nous nous trouvons aux confins de l'urgence et du monde médical. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Et les missions B et C, les 2 autres missions, sont des missions qui sont appelées missions de soutien aux populations sinistrées et qui, elles, effectivement, aujourd'hui, commencent à arriver aux frontières du social. Et c'est bien l'objet de cette réunion. Voilà. Absolument. Alors, ce petit préambule étant fait, je suis là, effectivement, pour témoigner que ces missions B et C, ces missions de soutien aux populations, qui, depuis 2004, étaient non pas négligées, mais disons qui n'étaient pas sous le feu des projecteurs, qui étaient un petit peu ignorées du grand public. Si vous passez dans les allées du salon, vous verrez que des choses qui concernent le secourisme, c'est-à-dire le secourisme versus médical, pas le secours versus social. Voilà. Donc ces missions B et C ont été singulièrement mises sous le feu des projecteurs au cours des 2 dernières années. Ça a commencé en particulier en 2005, à la fois avec la série des attentats qu'a connue la région parisienne et aussi avec ce qu'on appelle la crise des migrants. Et je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Devant ces événements, les associations ont réagi en mettant en avant, selon leurs moyens, selon le personnel bénévole dont elles disposent, des capacités d'accueil pour ces populations. Ça a commencé au moment des attentats avec un élément qui fait partie de la chaîne des secours aujourd'hui qui s'appelle le centre d'accueil des impliqués, qui est une sorte de phase transitoire entre le PMA et la CUMP. Et il y avait 2 associations, la Croix-Rouge et la Protec, pour les citer, qui ont été en avance dans ce domaine et qui ont développé un véritable savoir-faire, y compris des formations destinées aux bénévoles qui arment ces centres d'accueil. Et puis petit à petit, les pouvoirs publics ont demandé à ces mêmes associations, au nom justement de ces capacités, de ces savoir-faire, de faire la partie post-crise, c'est-à-dire s'occuper des proches et des familles de victimes dans les jours qui suivent l'événement. Et les jours qui suivent, ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 jours maintenant. Donc là, il ne s'agit plus de centres d'accueil des impliqués, mais des centres d'accueil et de regroupement qui font l'objet, eux aussi, d'un règlement de la sécurité civile. Et le dernier événement, celui de Nice, a montré que cette prise en compte des proches et des familles des victimes constituait une mission d'importance. Et bien entendu, ce sont les associations qui sont les premières concernées par ces missions. Voilà pour les attentats. Je reviens sur la crise des migrants. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que la crise des migrants vient faire là-dedans. Souvenez-vous de l'épisode de l'évacuation de la jungle dite de Calais. Devant l'importance des populations à prendre en compte, l'État s'est aussi tourné vers les associations de sécurité civile qui avaient développé ces compétences et qui disposaient des moyens logistiques adéquats. Et un certain nombre de ces associations ont accepté de prendre ces populations de migrants. Et là, ce n'est pas simplement pour quelques jours ou quelques dizaines de jours. Souvent, c'était pour des durées beaucoup plus longues, de plusieurs mois. Et c'est exactement ici que je situe la problématique de la frontière entre l'urgence et le monde social. Où sommes-nous ?
nous sommes des associations de sécurité civile. De par la loi, nous sommes supposés aider l'État, venir au concours de l'État pour des situations d'urgence. Mais quand on dit urgence, c'est l'urgence telle que l'a définie, qu'on l'accepte dans le monde de la sécurité civile, c'est-à-dire un événement climatique, une tempête, une inondation, un accident technologique comme l'explosion d'AZF, etc. On est quand même assez loin de la définition de l'urgence telle que l'État nous l'a présentée au moment de l'évacuation de la jungle de Calais, où là, on est plutôt dans l'urgence sociale, voire sociétale, que dans l'urgence de sécurité civile. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Il y a deux associations qui ont répondu à la sollicitation de l'État et qui sont aujourd'hui dans cette problématique. Et effectivement, un certain nombre de questionnements apparaissent. Je viens de parler de la durée de la mission. Je rappelle que nous travaillons avec des bénévoles. Et on peut même, je cite un petit cas particulier qui est caractéristique du fonctionnement de notre pays, qui se prend souvent les pieds dans le tapis de l'état de droit. Une de ces associations qui avait accepté très généreusement d'accueillir une partie des migrants de Calais, dans lesquels il y avait des mineurs, s'est vu simplement envoyer un inspecteur de la préfecture pour demander si les bénévoles avaient la fameuse qualification ACM pour s'occuper des mineurs. Voilà. Je vous donne ce dernier exemple pour montrer jusqu'où on peut aller dans les contradictions que l'on trouve au niveau sur le terrain, et pour vous montrer que cette question de la frontière entre l'urgence et le social n'est pas simplement une question théorique ou philosophique. On est vraiment dans le concret. Merci. Oui, parce que en France, on a une chaîne des secours, ce qu'on peut appeler des secours médicaux, qui est reconnue de tous, je crois, aujourd'hui, qui est excellente. Mais qu'en est-il du côté des secours, ce qu'on peut appeler, je pense, les secours sociaux? On trouve quoi aujourd'hui, docteur Tartière, hein, si vous voulez bien vous exprimer sur le sujet? C'est vrai que cette table est passionnante parce qu'à la fois on parle du quotidien, d'urgence sociale, le quotidien qu'on vit tous les jours avec Claire, et puis on parle d'urgence sociale, de situations extrêmes comme des migrants et ces grandes situations de catastrophe. C'est vrai que les services sociaux, ils marchent à certaines horaires. Ils n'ont pas encore pris le compte de l'urgence sociale. Et mon rêve serait qu'ils s'emparent un peu de ça, comme le fait Claire, et que les services sociaux se sentent concernés H24, parce que l'urgence, ça ne s'arrête pas à 5 heures de l'après-midi. Et je crois qu'il y a les choses sont en train de bouger lentement mais sûrement. Je pense que le monde social est en train de bouger et va mieux appréhender cette fameuse urgence sociale. Mais c'est vrai, urgence sociale, urgence sociétale, moi-même, j'ai pas de bonnes définitions. Elles sont difficiles à trouver, les bonnes définitions. C'est compliqué. L'urgence sociale d'une assistance sociale n'est pas la même de celle que j'imagine moi comme une urgence sociale et de celle que décrit Joël Prieur. Il y a un problème de définition qui n'est pas simple. L'urgence sociale, on est tous d'accord pour dire qu'elle existe, mais ce sont les actions à destination de l'urgence sociale qui n'existent pas. Des actions à destination de l'urgence médicale existent, mais à destination de l'urgence sociale, qu'est-ce qu'on a qui existe aujourd'hui, après 17 heures? Et même avant, et même en journée. Les urgences des hôpitaux. Oui. Et les associations. Et les associations, et on l'a bien compris, avec le général Prieur, l'État se retourne très souvent vers les associations agréées de sécurité civile. Alors, à ce titre, je peux vous citer d'autres exemples. Joël les a mentionnés. C'est, par exemple, suite aux grandes catastrophes comme Xynthia ou AZF à Toulouse. Le Secours catholique, qui est une association agréée de sécurité civile pour les missions B et C, donc protection des populations, est intervenu auprès de différents types de populations. Les particuliers, dont par exemple le logement, c'était le cas pour Xynthia, ont été complètement ravagés par la tempête et avaient tout perdu. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont intervenus? C'est parce que, effectivement, comme on dit, les services publics ne sont pas toujours ou tout le temps disponibles à un instant T. Donc déjà pour une rencontre, de l'écoute, de la compassion, mais aussi pour, dans certains cas, pour apporter des aides concrètes, matérielles. Si des personnes n'avaient plus de lave-linge ou n'avaient plus d'appareils
appareils ménagers, il y avait possibilité éventuellement d'apporter très rapidement une réponse par rapport à ça. Autre population auxquelles on ne pense pas forcément, et là je pense plutôt à AZF, toute une série de petites entreprises qui ont également tout perdu dans cette catastrophe. Et là, il y avait vraiment besoin, pour éviter que l'entreprise ne cesse complètement ses activités, parfois d'un petit coup de pouce financier, en attendant que les assurances prennent le relais. Et là aussi, c'est quelque chose que je voulais mentionner, c'est que les associations ont cette capacité de réponse, d'initiative, d'innovation par rapport à des situations inédites et où les pouvoirs publics ne peuvent pas forcément prendre le relais tout de suite de manière adéquate. Donc, pour moi, à mon sens, c'est complémentaire. Mais c'est vrai, je rejoins Joël, il faut savoir effectivement qui fait quoi. Et là, il faut bien reconnaître que les associations ne reçoivent pas forcément de moyens, de dotation, que ce soit financière ou autre, de la part des pouvoirs publics pour pouvoir exercer ces missions. Il faut savoir que, par exemple, dans d'autres pays comme l'Allemagne, il y a une intervention beaucoup plus grande de la puissance publique pour permettre au tissu associatif d'exercer ces missions avec des moyens pérennes relativement importants. Juste un chiffre quand même à retenir, au moins pour ce qui concerne le cas national. Ce qu'on appelle grosso modo le bénévolat de sécurité civile en France, et je cite là un rapport de l'Inspection générale de l'administration de 2012, c'est 200 000 bénévoles. 200 000 bénévoles dans lesquels on trouve toutes les catégories qu'on a évoquées tout à l'heure. Sur ces 200 000 bénévoles, on considère qu'il y a un noyau dur de 70 000 bénévoles, essentiellement constitués de secouristes, qui agissent de manière très régulière. Quand je dis très régulière, c'est au moins une fois par semaine. Il y a beaucoup, hein, c'est énorme. Hein. Et les autres, de manière plus ponctuelle. Dans cette population, il y a de plus en plus maintenant de logisticiens ou de personnes qui, au lieu de prendre la voie dite royale du secourisme, hein, préfèrent ces missions dont on parle très peu, mais qui sont depuis 2 ans de plus en plus demandées et j'espère qu'ils deviendront à la mode, si on peut parler ainsi dans notre domaine. Sur le sujet ? Non, c'est une urgence auquel on n'est pas confronté, nous, dans notre pratique quotidienne, donc je vous laisse en parler. C'est vrai que cette urgence sociale de masse, je ne la rencontre pas. Moi, c'est une urgence sociale beaucoup plus cachée, beaucoup plus sournoise, qui ne s'exprime pas comme telle. Mais ce phénomène des personnes âgées à domicile qui meurent de solitude, c'est un phénomène qui va aller en s'amplifiant. Je crois qu'il faut vraiment qu'on en prenne conscience et qu'on lutte. Alors, il y a des grands mouvements associatifs dont je pense que vous faites partie. Mona Lisa, la mobilisation nationale de lutte contre les personnes âgées, est un super mouvement qui fédère un grand nombre d'associations et qui permet avec ses bénévoles de lutter contre cette solitude pour pas que cette, je dirais, solitude sociale se transforme en une urgence médicale. Et c'est au SAMU, si vous voulez, c'est vrai qu'on a une vision très parcellaire. Enfin, nous, on voit tout ce qui ne marche pas. Quand ça marche bien, on ne le voit pas au SAMU. Mais les SAMU sont confrontés à ces demandes qui n'existaient pas autrefois. On a aussi la demande qui vient d'aidants, par exemple, d'aidants âgés, qui s'occupent de parents très, très âgés. C'est quelque chose qui, il y a 20 ans, qui n'existait pas. On voit des gens de 80 ans qui s'occupent de parents qui ont 105 ans. C'est impossible de s'occuper à 80 ans de quelqu'un de 105 ans. Je sais que l'an dernier, au SAMU de Paris, on a eu 354 centenaires qui nous ont appelés. Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, tous les jours, on a un centenaire qui nous appelle, ou on nous appelle pour un centenaire. Et donc, on est en train de se mobiliser, de se former, d'essayer de réagir et de répondre à cette demande qui ne fait que s'amplifier. Savoir la reconnaître. Vous parliez d'écoute tout à l'heure. C'est vrai que l'écoute est hyper importante dans nos métiers. Au SAMU, on téléphone. On a les gens au téléphone et c'est facile de deviner leur situation sociale. Avec un petit peu d'expertise, un peu de savoir-faire et un peu d'empathie, on le devine. Vous avez 80 ans, vous vivez seul, c'est pas trop difficile. 6e sens ascenseur, comment faites-vous vos courses? Et on se rend compte aussi souvent que les gens sont aidés par leurs voisins. Les voisins vont aller chercher le pain, vont faire des petites actions. Et puis à un moment, les voisins sont débordés. Ils veulent partir en week-end. Ils sentent que s'ils partent en week-end, personne ne va s'occuper de la personne âgée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne connaissent pas les services sociaux. Et je rêve d'un numéro de l'urgence sociale. Vraiment, j'en rêve. Ça aurait pu être le 115. Malheureusement, ça ne l'est pas encore. Mais ça aurait pu l'être. Ils vont appeler le 15. Ils vont dire, vous savez, la dame âgée du 6e, il lui faudrait un petit bilan médical. Il n'y a pas d'urgence. Évidemment, il y a une petite hypertension
attention, mais aller aux urgences un vendredi soir, c'est pas la raison. La raison, c'est pourvu que les urgences la gardent ce week-end, qu'on puisse aller à notre mariage et qu'on rentre tranquillement lundi, qu'on la récupère lundi. Et toutes ces choses-là, il faut savoir les décrypter et essayer d'agir un petit peu en amont, ou si on n'a pas de solution, si Claire n'a pas réussi à trouver de solution, eh bien on envoie la personne aux urgences, mais on prévient les urgences. Attention, elle est seule, ne la renvoyez pas à 3 heures du matin. Et c'est tout ce travail de décryptage, de modification un peu, et puis faire du social. C'est vrai que pour le monde du SAMU, le social, c'est un petit peu quelque chose d'un petit peu méprisé. C'est du social. Non, c'est de la médecine aussi. Et cette urgence sociale, si on ne la traite pas, ça deviendra une urgence médicale. Sachons faire de la prévention, la reconnaître et la traiter en amont. Notre combat. Oui, allez-y. Oui, Madame effectivement, Escrivá. la prévention, c'est vraiment un rôle qui est essentiel et qui n'est pas du tout pris en charge, qui n'est pas du tout pris en compte, et ça, c'est vraiment dommage. On pourrait éviter vraiment beaucoup de situations catastrophiques. Enfin, Suzanne parle beaucoup des personnes âgées, mais j'ai vu aux urgences de Necker, donc ce qui est plutôt un hôpital pédiatrique, pas que, c'est aussi un hôpital d'adultes, mais un hôpital pédiatrique, où aux urgences est arrivée une famille dont le garçon de 13 mois avait tapé sur la tête de sa sœur, qui avait 3 mois. Et la mère me dit, mais c'est normal, mon logement est trop petit, donc c'est normal qu'il tape sa sœur. Non, en fait, elle se servait de l'exiguïté du logement pour dire qu'il y avait de la maltraitance chez elle et que c'est avec ce discours-là qu'elle voulait nous faire appuyer sa demande de relogement. Moi, en tant qu'assistante sociale, ça m'a énormément choquée, en fait, que tout est bon à prendre pour argumenter une demande de relogement. J'ai trouvé ça extrêmement douloureux et je lui dis, mais madame, vous aussi, vous avez un devoir éducatif par rapport à votre enfant qui n'a pas à taper sur la petite sœur. Et en fait, elle n'a pas compris. Et ça, je pense que ça peut. Ils sont arrivés aux urgences parce que la petite avait une vraie bogne, mais il aurait pu vraiment l'éborgner et ça aurait pu être une urgence médicale qui serait passée, et qui, à mon avis, est super dangereux. Donc, oui, le logement, l'isolement social, ce sont vraiment des notions qu'on prend peu en compte. La prévention est et justement, ça peut emmener à des catastrophes parce que c'est mal pris en charge. Pour compléter ce que dit Claire, c'est vrai qu'on a aussi confronté à des enfants violents. Et c'est une situation qui est assez choquante. On nous appelle pour des écoles, pour des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, qui ont du mal à être maîtrisés par 4-5 adultes. Que faire? La police, les pompiers, c'est difficile. Et quand on essaye de voir un peu, les enfants, comme dit Claire, vivent dans une famille, dans un hôtel social. Ils sont à 5 dans la même chambre. Il y a une violence institutionnelle qui est difficile. Et du coup, ces enfants sont extrêmement violents. Et arriver à les traiter, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis ces enfants violents, autrefois c'était un appel par mois, maintenant c'est presque un appel quotidien. Donc le SAMU, on est un véritable observatoire de santé publique et tous ces problèmes sociaux tous ces problèmes sociaux aboutissent très souvent au SAMU. Et nous, on est un peu malaisés pour leur répondre. Et je pense pas que ce soit la police à prendre en charge un gamin de 9 ans, ni les pompiers, mais que faire ? Mais bientôt, on est obligé aussi de faire des demandes à l'aide sociale à l'enfance, de placement ou de signalement en justice pour protéger les enfants et pour les enlever du système familial, non pas parce que les parents sont maltraitants, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, ce qui devient réellement problématique. C'est une dérive. Une dérive, une tendance que vous constatez. Est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui l'urgence sociale? Est-ce que vous avez constaté une certaine évolution? En tout cas, moi je travaille depuis 30 ans, ça va faire 30 ans au mois de novembre prochain que je travaille dans les hôpitaux. Depuis 4-5 ans, je sens vraiment une grande difficulté et un vrai problème au niveau du logement, au niveau de la vie quotidienne et de la précarisation des personnes dont je m'occupe et avec lesquelles je travaille aussi, parce que ça touche aussi des gens qui gagnent 1300, 1400 euros, qui dorment dans leur voiture et qui viennent travailler tous les jours. Des moyens sont mis en place pour répondre à cette évolution? Pas ma connaissance beaucoup. Non, sujet délicat. Oui. Oui. Parlons-en. Alors, excusez-moi mon général, mais Monsieur Gardan voulait s'exprimer depuis un petit moment. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit nos intervenantes à propos de la prévention. Il me semble qu'effectivement c'est un sujet majeur
de réflexion, mais même à l'échelle de l'ensemble de la société. Et il me semble qu'en France, on n'est pas forcément très bon, notamment dans le domaine social, par rapport aux actions de prévention. On a développé beaucoup de choses au niveau de la réparation, voilà, de la protection sociale, des dispositifs sociaux, mais au niveau de la prévention, on n'est pas forcément très avancé. Et là, moi, je fais un constat par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est au niveau des populations les plus fragilisées en grande exclusion, ce sont les problématiques d'âge, puisque maintenant, il se trouve que nous gérons 2 centres d'hébergement de Malte, sur des péniches sur la Seine, et je pense à notre centre de Paris. Nous avons une population qui vieillit. Nous avons de plus en plus de personnes âgées qui sont accueillies sur ces établissements, parfois étant largement en âge d'être en retraite. Et donc, fatalement, ces personnes doivent faire face à des problématiques de santé importante. Et donc, c'est intéressant de le noter, nous sommes en lien avec l'hôpital Georges Pompidou et avec le service social, enfin une assistante sociale de l'hôpital, pour essayer justement de mieux prendre en compte toutes ces problématiques d'âge et de santé qui se posent auprès d'un certain nombre de publics. Donc c'est vraiment, ça je voudrais insister là-dessus, c'est très important d'être en intervention d'équipes pluridisciplinaires, parce qu'il n'y a pas un intervenant qui peut prendre en charge l'ensemble des problématiques d'une personne. On est face effectivement à des phénomènes de pauvreté qui sont multiformes maintenant, et donc il faut avoir une approche différenciée de toutes ces thématiques, logement, santé, éducation, financier, etc. Et qu'il faut absolument qu'on puisse travailler de plus en plus sur des équipes polyvalentes, sur un territoire donné. Et ça aussi, je crois que c'est un des grands enjeux, c'est la territorialisation de l'action, aussi bien de l'État, des pouvoirs publics, mais aussi des associations. Mon général, vous vouliez intervenir? Oui, je disais à la réponse, que faire, quelle politique adopter, je signale une initiative du Conseil national de la protection civile, hein, j'y travaillais encore ce matin. Nous allons profiter de la période électorale, c'est toujours bon, voilà, période électorale, et nous avons décidé, les 6 associations agréées de sécurité civile, plus le Secours catholique, d'adresser une lettre à tous les candidats déclarés aux élections présidentielles en disant, voilà, dans votre programme, nous n'avons rien vu qui concerne l'urgence et l'urgence sociale, hein, le positionnement des associations, leur rôle, leur place. Or, nous, représentant le mouvement associatif, nous vous interpellons sur ce sujet et nous vous demandons de faciliter notre action, hein, par déjà une simplification administrative qui nous permet de mieux travailler, en particulier dans le domaine de l'interministérialité, et tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Donc nous allons adresser cette lettre pour faire face à des phénomènes aussi redoutables que celui du vieillissement de la population. Je disais à Suzanne qu'il y avait 2000 centenaires en 1960, il y en aura 200 000 en 2050. Pour faire face à des phénomènes aussi navrants que la grande solitude, surtout des vieilles personnes, 2 types de réponses. Où on multiplie les acteurs sociaux, et là, ce n'est pas moins 500 000 fonctionnaires qu'il faut, c'est plus 500 000 fonctionnaires. Ou on fait preuve d'imagination, on va chercher des solutions alternatives. Nous avons la naïveté de croire au CNPC que le mouvement associatif peut constituer une de ces réponses, à la condition, c'est qu'on lui facilite le travail. Docteur Tartière, vous-même, vous avez interpellé le président de la République, François Hollande, que vous avez rencontré d'ailleurs avec Xavier Emmanuelli. Oui, à l'époque, on se battait pour une assistante sociale. C'est vrai que c'était compliqué. Tout le monde nous disait, mais c'est très bien, c'est une bonne idée, mais il n'y a pas de moyens. Et donc, on a eu la chance de rencontrer le président de la République, et c'est vrai que ça a facilité les choses. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'en arriver jusque-là. Mais je pense qu'il y a un mouvement de conscience qui est dans les services d'urgence, dans les SAMU, où on se rend bien compte qu'il y a cette émergence des problèmes sociaux et qu'il faut pouvoir y répondre.
Et là, on n'a pas parlé des petits frères des pauvres dans les grandes associations. Je ne sais pas si elles font partie, je ne pense pas qu'elles font partie des associations agréées de sécurité civile, mais les petits frères des pauvres, en particulier à Paris, font un travail remarquable d'accompagnement des personnes âgées qui sont seules. Et ils ont, par exemple, un service qui s'appelle Solitude Écoute. Et on est en train de diriger pas mal de personnes vers ce standard téléphonique qui est gratuit. Et on conseille aux gens qui nous appellent souvent SAMU d'essayer de les appeler. Et on se rend compte qu'ils ont une réponse qui leur convient. Ils peuvent discuter tous les jours, quand ils veulent, tous les après-midi. Des fois, c'est des petites choses, hein, c'est pas des grandes choses, mais ces petites choses qui peuvent permettre justement de briser ces solitudes. Il y a aussi un système qui s'appelle voisinage. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voisinage, c'est de mettre en relation, c'est les petits frères des pauvres qui sont aussi médiateurs de ceci, mettre des personnes âgées avec des jeunes et qui vont leur offrir un peu de temps, une heure par semaine, faire des courses, leur souhaiter leur anniversaire, un coup de fil. Enfin, il faut des fois pas grand-chose pour briser la solitude de ces personnes. Mais il faut encore savoir qu'elles existent. Et mon rêve serait d'avoir une structure qui fédère un peu tout ça et que l'on puisse appeler et puis dire, tiens, je me rappelle d'une personne âgée qui avait 90 ans qui me disait, vous savez, moi, ce que je veux, c'est aller au théâtre. Mais ce que je veux, c'est pouvoir en parler après. C'est pas simplement qu'on m'y amène, qu'on me ramène chez moi, mais je voudrais avoir le plaisir d'en discuter avec quelqu'un qui soit capable d'en discuter. Et donc, j'essaie de faire un travail de dentelle, tout doucement, de trouver des petites solutions pour toutes ces personnes âgées et puis de sensibiliser mes collègues et puis d'arriver à qu'il y ait un mouvement qui se lève. Et puis, c'est vrai qu'au SAMU, bon, je le redis, mais je suis vraiment fière d'avoir un panneau en cas d'urgence, appelez l'assistante sociale chef et qui va pouvoir vous aider à résoudre. Même si on ne la sollicite pas tout le temps, symboliquement, c'est très fort pour nous de savoir qu'elle est là, qu'elle est derrière et qu'elle pourra nous aider. Et puis, c'est vrai que l'urgence sociale, telle qu'on la vit au SAMU, c'est souvent une urgence psychiatrique, c'est souvent des gens qui nous appellent, ils ont des gros problèmes. Et c'est quoi? C'est du médical, du psychiatrique, du social, c'est difficile. Et donc, on essaie de travailler en collaboration avec les psychiatres qui s'en occupent. On les ressollicite, on essaie de trouver des solutions ensemble. Et de temps en temps, on arrive à trouver. Alors, on me dit, Suzanne, tu passes 3 heures sous appel. Non, je ne passe pas 3 heures. Il faut des fois 4-5 minutes pour débloquer une situation. Et j'avoue, quand j'arrive, eh ben, c'est très réconfortant et très enrichissant. Très bien. Oui, c'est sûr que par rapport au travail qu'on peut faire, c'est vraiment un travail de fourmi au niveau du service social. Moi, je dis toujours, on fait des petites choses qui ne se voient pas, mais si on ne les fait pas, ça se voit. Donc, en fait, à un moment donné, les choses s'organisent petit à petit et ça prend du temps. C'est sûr qu'au départ, on vous regarde comme ça en disant, mais à quoi vous allez servir ? Et au niveau du quotidien, on arrive comme ça à distiller des petites choses. Et puis, mais en même temps, les associations, c'est très bien parce que ça, c'est gratuit. Mais les auxiliaires de vie, ça a un coût. Et ça, c'est un coût non négligeable. Et effectivement, tout existe quand on a de l'argent. Mais quand on n'a pas d'argent, c'est quand même la double peine, hein. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à l'isolement, c'est que les réponses, elles peuvent être multiples, parce que c'est vrai qu'il y a les accompagnements ou les solutions individuelles, comme une visite à domicile d'une personne âgée, c'est très important, mais il peut y avoir aussi des solutions plus collectives, et je pense par exemple à l'Ordre de Malte. Nous avons développé depuis 5-6 ans un programme de petits déjeuners solidaires qui ont lieu le samedi ou le dimanche matin, soit dans la rue, sous tente. Alors là, ça s'adresse effectivement plutôt à des personnes en grande exclusion, personnes sans domicile fixe, migrants, etc. Mais aussi parfois dans des locaux. Et je pense à l'un d'entre eux qui a lieu dans des locaux paroissiaux à Paris. Et là, c'est un public très différent, puisque je me suis rendu compte en y participant que venaient plutôt des personnes âgées, seules, qui n'avaient absolument aucun lien dans la semaine avec qui que ce soit, qui n'avaient pas forcément de famille. Et c'était vraiment important pour elles de pouvoir se retrouver avec d'autres aussi, hein, d'échanger donc avec bien sûr des bénévoles. Et je pense que c'est en termes d'apport à leur santé, même psychique, ça me paraît essentiel qu'il y ait des lieux de socialisation ou de resocialisation qui soient offerts. Et là, c'est vrai que le monde associatif est vraiment particulièrement bien placé, puisque on imagine mal une réponse des pouvoirs publics en plein week-end de cette façon-là, quoi. Puisqu'on parle des pouvoirs publics, on l'a bien compris, on a des initiatives associatives, des initiatives isolées, et justement,
des initiatives isolées, docteur Tartière ou Madame El-Kébir, est-ce que vous vous sentez isolé dans votre action ou est-ce que vous vous sentez soutenu? Question délicate encore. Non, pas délicate. Moi, je me sens soutenu par mon service, par mon chef de service qui me permet de faire cette activité à mi-temps. Mon temps médical est dédié à cette activité et j'essaie maintenant d'emmener tous mes collègues et je vois certains qui sont dans la salle et qui n'hésitent pas à me signaler des dossiers médico-sociaux. On est arrivé à avoir un item médico-social au SAMU. Maintenant, on se bat pour avoir un dossier patient remarqué. Enfin, les choses évoluent. Mais c'est vrai que quand on fait de l'urgence, on voudrait que ça aille plus vite. Mais ça prend du temps, mais les choses avancent. Pas vrai? Les choses avancent doucement. Je sens qu'on va avoir des témoignages dans la salle. Donc à la question urgence et action sociale, quelle frontière? L'urgence sociale existe. L'action sociale vers l'urgence sociale, aujourd'hui, existe, mais ça reste... C'est parcellaire. C'est parcellaire et c'est vraiment... C'est tenu par des gens, si vous voulez. Et c'est pas fédéré. Enfin, je crois que nationalement, c'est pas fédéré. Et c'est ça qui est vraiment dommage, si vous voulez. Il n'y a pas d'une porte d'entrée unique pour les personnes. Il y a également un problème budgétaire que le général Prieur a abordé tout à l'heure. Effectivement, les enveloppes sont fixes, malheureusement. Oui. Mais il y a aussi le problème, on parlait tout à l'heure du système de secours médical, qui est saturé. Alors le système de secours préhospitalier et le système hospitalier, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, qui est saturé. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de le désaturer en faisant de la prévention? On a parlé de prévention tout à l'heure, parce que ce système médical, finalement, il assume tout ce que le système social, tout ce que le système de secours social devrait assumer. Exactement, oui. Il y a encore des hospitalisations, enfin de moins en moins, puisque les durées moyennes de séjour à l'hôpital sont de plus en plus basses et les hôpitaux, en tout cas publics, sont de plus spécialisés, un petit peu comme la clinique, où vous arrivez pour une telle pathologie et cette pathologie doit être réparée, si on peut dire ça, en 2-3 jours. Mais les médecins maintenant ne supportent plus d'avoir quelqu'un dans leur lit, si on peut dire ça comme ça, qui ne leur apporte pas de points, ou en tout cas qui ne correspond pas à la pathologie qu'ils veulent soigner. Donc là, l'assistante sociale hospitalière est sur le coup immédiatement, dès que le patient arrive, pour lui trouver un hébergement. Hein. Donc là c'est vraiment... on est quasiment dans certains services des videuses de lit, et on n'est plus assistante sociale. Et ça, c'est dramatique. Monsieur Gardan, j'avais une question pour vous. Mais je pourrais citer aussi un exemple de réponse que nous développons actuellement à l'Ordre de Malte. Nous avons un très beau projet de centre de soins qui va ouvrir bientôt à Limoges. Et ce centre, il va accueillir des personnes qui sont justement en rupture de soins, en rupture de lien avec les services publics de santé. Encore une fois, pour tout un tas de raisons, parce qu'elles ont eu de mauvaises expériences, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ne connaissent pas, tout simplement. Et donc, sur ce centre qui sera géré uniquement par des bénévoles, mais quand même avec la présence d'une assistante sociale du centre communal d'action sociale de la ville, qui sera détachée donc à temps partiel dans cette infrastructure. Nous allons accueillir des personnes orientées donc par le CCAS, et il y aura des médecins qui seront là pour des consultations en médecine générale, mais aussi en ophtalmologie et en dentaire. Donc on aura une prise en charge relativement complète de ce type de public, avec effectivement bien sûr l'idée quand même dans le temps de pouvoir les rapprocher ou les remettre dans le système général. Il ne s'agit pas de créer quelque chose qui soit un petit peu hors sol ou de faire un système à 2 vitesses, mais il faut bien reconnaître que certaines personnes, de par aussi également les déserts médicaux, ça peut exister, sont relativement éloignés ou en rupture ou en déficit de soins et de prise en charge. Donc là, je pense qu'on a vraiment, de par notre vocation hospitalière à l'Ordre de Malte, une certaine légitimité à proposer ce type de réponse qu'on va essayer de multiplier dans les années qui viennent. Je voulais rajouter aussi que par rapport à la prévention, ne peuvent faire de la prévention que des patients qui ont une couverture sociale. Ceux qui n'ont pas de couverture sociale ne peuvent pas prétendre à de la prévention, et malheureusement, ils vont dans les hôpitaux, dans les urgences, aux heures où sont fermés les frais de séjour, c'est-à-dire après 18h et le samedi-dimanche.
Mais ça, c'est un peu classique, si vous voulez, des gens qui sont hors du système, ils savent qu'ils sont hors du système, donc ils vont consulter dans les urgences, en dehors des ouvertures d'horaires. Vous voulez dire que dans les urgences, aujourd'hui, on constate une augmentation de la fréquentation après 17h, 18h. Pour les patients qui n'ont pas de couverture sociale, oui. D'accord. Donc ce qui prouve bien que l'absence de prévention surcharge le système hospitalier et préhospitalier. Absolument. Très bien. Monsieur Gardan, j'avais une question, ou peut-être que le général Prieur voudra répondre. À l'Ordre de Malte, vous avez deux départements, un département secourisme, un département solidarité. Est-ce que ces deux départements sont structurés de la même façon ? Alors, le côté secourisme, on est vraiment dans essentiellement du bénévolat. Nous disposons d'une, nous ne sommes pas la Croix-Rouge ou la Protection civile, mais nous disposons quand même d'une vingtaine d'unités sur le territoire. Nous espérons développer un peu pour monter à une trentaine d'ici 2020. Et donc ce sont des équipes de bénévoles avec simplement une petite équipe de permanents dont fait partie Joël en centrale. Pour ce qui est des actions de solidarité, on a à la fois des actions de terrain que je mentionnais tout à l'heure, les petits déjeuners, les maraudes, etc., les dispensaires qui sont gérés uniquement par des bénévoles sur le terrain avec juste l'appui de quelques permanents au siège. Et puis on a des activités qui sont plus professionnalisées, comme par exemple les centres d'hébergement. Bien évidemment, ça ne s'improvise pas, donc on doit faire appel à des professionnels formés et confirmés. Mais nous avons aussi, par exemple sur ces centres d'hébergement, des bénévoles qui interviennent pour justement le lien social, puisqu'ils viennent essentiellement au moment des repas. Donc ils viennent préparer, partager le repas avec les personnes hébergées et surtout établir des liens, des contacts et apporter de la chaleur humaine dans un quotidien de personnes qui, il faut le dire, est assez dur et est assez isolé. Voilà. En ce qui concerne les activités de migrants, on a plutôt des équipes professionnelles, mais en région centre à Tours, où nous accompagnons un certain nombre de réfugiés irakiens. Il y a aussi des bénévoles de notre délégation locale qui se mobilisent pour, on va dire, l'accompagnement matériel, logistique, tout simplement humain, aux côtés de nos professionnels qui sont plus spécialisés dans les questions juridiques, par exemple. Très bien, merci. Donc j'aurais une dernière question avant de proposer au public d'intervenir, parce qu'il a son mot à dire aussi, et j'imagine qu'on va avoir des questions et des témoignages. À quoi s'expose-t-on aujourd'hui si on ne prend pas le problème à quoi s'expose-t-on demain si on ne prend pas le problème aujourd'hui à bras-le-corps ? Non, mais peut-être que dans le public, quelqu'un veut tenter de répondre. Hein ? Nous avons une volontaire. Merci, madame. Bonsoir à tous. Je m'appelle Madame Béguin. Je fais partie de l'unité locale de la ville de Reims. Je suis secouriste et également SAMU social. Je fais des maraudes également. Je vais sur le terrain rechercher des personnes sans domicile fixe, de tout âge, des familles, des enfants, des alcoolisés, des drogués. Moi, j'ai une question qui me chagrine. C'est à chaque fois, on me pose la même question. Je peux soigner des plaies, des petits bobos et tout ça, mais quelquefois, j'ai des personnes que je dois emmener en urgence à l'hôpital. Et ça m'est déjà arrivé qu'on nous rappelle pour nous dire non, on ne les prend pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas effectivement l'accès ni de SAMU, de CMU, et ils ne connaissent pas le PASS ou l'AME. C'est des choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas, notamment les étrangers, les immigrants. Et je pense qu'il y a un manque de communication au sein des informations. Alors, on va nous passer en boucle des images sur des attentats, des catastrophes naturelles, tout ce qu'on veut, une météo hors du commun. Mais on ne va pas aller là, au sujet, au cœur du problème qui est de plus en plus récurrent et qui va être de pire en pire,
si on ne bouge pas, à mon sens. Oui, vous avez parfaitement Merci. raison. Oui, vous avez parfaitement raison. L'ouverture de droit de base, ça devrait être notre priorité. En tout cas, les missions du service social hospitalier, c'est sa mission principale. Et ça doit rester sa mission principale. Ça, je suis ferme là-dessus. Et pour moi, c'est imparable. Enfin, vraiment, c'est le minima. Après, on peut élaborer pour les allocations des choses comme un accompagnement social. La première chose, il faut tabler là-dessus. Et bon, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on risque en général? J'ai réfléchi pendant. L'indifférence. L'indifférence. Ceux qui ont voyagé, je suis de ceux-là, ont peut-être éprouvé cette expérience que j'ai vécue dans un pays d'Afrique où, allant dans une gare, c'était un pays où il y avait encore un chemin de fer qui fonctionnait. Et les gares, le chemin de fer, c'était pas vraiment le moyen de locomotion préféré des Occidentaux. Quand je suis allé à cette gare pour prendre mon billet, j'ai découvert que la salle d'attente était devenue un mouroir. J'ai enjambé une personne, une espèce de squelette vivant, pour accéder au guichet. Voilà. Je vous donne cette expérience personnelle. Je ne sais pas jusqu'à quand nous n'aurons pas à rencontrer des situations comme celle-ci dans notre propre pays. L'indifférence. J'espère que je me trompe. Espérons-le. Sur les trottoirs dans Paris, il y a aussi des gens qu'on enjambe et qui sont vraiment pas bien non plus. Enfin, de plus en plus. Vrai. Et je trouve vraiment que c'est dramatique. Avant, il y avait, quand j'ai commencé, en 87, il y avait une petite partie, plutôt des hommes, mais qui avaient choisi d'être à côté. Parce que ce sont des origines... Enfin bon, en tout cas, ils n'avaient pas envie de rentrer dans le système. Maintenant, en 10-15 ans, ça a changé. Ils étaient de plus en plus jeunes. Il y a eu des femmes seules. Maintenant, ce sont des familles entières, avec des bébés et des enfants, et que vous voyez, la dernière fois, je suis sortie, il y avait dans une couverture, il y avait le papa, les 2 enfants, la maman, et ils dormaient par terre. Ça sont des choses que nous voyons depuis un an et demi, mais guère plus. Dans un dispensaire, vous avez maintenant la courbe des poids des enfants qui baisse. Ça ne s'est jamais vu en France. Donc, à partir du moment où la courbe de poids des enfants commence à baisser, c'est quand même pas bon signe. Hein. Ça veut dire qu'avant, les parents se substituaient, enfin donnaient ce qu'ils avaient à manger pour que les enfants puissent au moins ne manquer de rien. Maintenant, on n'en est plus capable. J'ai vu, il y a 5 ans, j'ai fait un stage dans un espace solidarité insertion à Emmaüs. J'ai vu une famille à 10h du matin manger dans un truc de cassoulet, enfin c'était des flageolets crus à la main, tellement ils avaient faim. Et c'était il y a 3 ans. Et c'était pas en Afrique, c'était à Paris, le 15e arrondissement. C'est dramatique. Enfin, moi, je trouve ça dramatique. Il y a des enfants qui vont mourir de froid. On nous a demandé de placer des enfants, enfin, en tout cas, de faire des signalements au procureur de la République si on était inquiet pour les enfants, si on ne savait pas où ils allaient dormir. À l'hôpital, on a dû faire sortir une dame avec des enfants de 4 jours au SAMU. Enfin, humainement, c'est dur. C'est très, très dur. On n'a aucun moyen. Il faut savoir qu'en France, en l'espace de 10 ans, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50%. 50%. Et là, cette année, au SAMU social de Paris, pour la première fois, effectivement, ils n'ont pas pu trouver de réponse pour un certain nombre de familles avec enfants, pour la première année. 1500 personnes. 1500 personnes au mois de septembre et octobre n'ont pas eu d'hébergement. Et pourtant, en 5 ans, le nombre de places d'hébergement en France est passé de 80 000 à 120 000. 80 000 à 120 000. Mais les besoins sont immenses et bien sûr,
cette situation est aggravée par la problématique générale du logement en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fluidité dans les dispositifs. Donc tout un tas de publics, et on évoquait les migrants, les personnes âgées, les jeunes, maintenant de plus en plus de jeunes aussi, les familles, se retrouvent à encombrer, et je dirais prisonnières de ce système d'hébergement, encore quand elles peuvent y accéder, et ne peuvent plus, je dirais, accéder à des logements plus pérennes, puisqu'il n'y a plus assez de solutions. Donc là, récemment, j'ai eu l'occasion de participer au congrès de la Fédération des acteurs de solidarité, qui s'appelait la FNARS avant, et également à la présentation du rapport du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, bien connue. Et c'est vrai que toutes ces associations invitent à un véritable plan d'urgence, on peut le dire, hein, un plan Marshall, pour changer la situation. Et j'étais assez frappé parce que la Fondation Abbé Pierre a dit que pour eux, moyennant un certain nombre de mesures, donc on ne va pas détailler ici, mais en l'espace de 5 à 10 ans, ils pensaient qu'il était possible d'éradiquer totalement le phénomène des personnes à la rue, en l'espace de 5 à 10 ans. Mais évidemment, ça demande beaucoup de courage politique et des moyens à la clé. Docteur Tartière, vous vous battez pour ça. Apportez-nous un petit peu d'espoir, parce que je sais que vous en avez de l'espoir dans l'avenir. Oui, j'ai de l'espoir. Et puis, quand j'entends toutes ces recommandations que vous faites au pouvoir politique, au futur présidentiel et tout, c'est vrai que c'est génial, tous ces mouvements. Et je crois que chacun de nous, on doit pouvoir bouger, on doit essayer, à notre niveau, nous, à notre petit niveau, avec Claire, on essaie de sensibiliser nos collègues de travail. Mais chacun de nous doit faire un petit peu, et je crois que c'est ce qui finira pour bouger les choses. Moi, je suis plutôt optimiste, hein, parce que je crois qu'on n'a pas encore cette indifférence en France. On s'émeut encore, on craque, même quand on voit quelqu'un dans la rue, on téléphone au 115, même si on a du mal à les joindre, on essaie de faire quelque chose, et si on n'arrive pas à les joindre, on appelle les pompiers. Et c'est vrai que les pompiers, tu les connais bien, et tu te rappelles que tu m'avais demandé à une époque d'aller faire des formations pour les caporaux-chefs au Fort de la Briche, pour leur apprendre. À l'époque, je me rappelle, j'apprenais aux pompiers, non seulement vous êtes des soldats du feu, mais aussi vous êtes des soldats de la misère. Et je leur apprenais à prendre en charge ces personnes de la rue, à bien les prendre en charge, avec toute la rigueur qu'il fallait, avec toute la compassion, l'empathie et tout le respect qu'il fallait aussi. Et j'avoue que c'était une belle expérience pour moi de former ces jeunes. Moi, je suis optimiste. Je crois que les choses peuvent bouger, mais chacun de nous peut faire quelque chose. Voilà, je crois qu'on ne peut pas rester seul. Et le monde médical et social, c'est deux mondes qui travaillaient vraiment silo, qui ne se connaissaient pas et qui travaillaient de manière complètement isolée. Maintenant, on se rapproche. Quand j'étais au SAMU social, j'ai par exemple une expérience dont je suis assez fière, c'est que des étudiants en médecine de deuxième année ont tous passé des générations entières un soir, une nuit dans les camions du SAMU social. Et cette nuit a suffi pour leur changer leur vision du monde de l'exclusion. Quand ils ont nos infirmières s'approcher avec gentillesse, simplicité des personnes de la rue, leur serrer la main, vous voyez, ils ont vraiment changé leur regard. Et je crois qu'il faut des petites actions comme ça, de rapprochement, de sensibilisation. Osez voir. Je fais beaucoup de cours aux étudiants en médecine en disant, quand vous êtes médecin, on va à domicile, on voit des choses, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas dire à une personne, écoutez, je vous hospitalise, comme disait tout à l'heure Claire, et puis je laisse votre conjoint qui est handicapé, qui est complètement dépendant seul. Non, on voit, il faut qu'on trouve des solutions. Et on doit se battre. Alors on approche, enfin moi je suis au début de quelque chose, hein, c'est une petite expérience que je démarre, mais je crois que des services d'urgence, des SAMU me disent, tiens, viens nous en parler, nous aussi on est confrontés à ça, et je trouve que c'est assez fantastique, donc je suis optimiste. Les choses peuvent bouger. On a quelques raisons aussi d'être optimiste là. À Malte, là je parle sous contrôle, conscient qu'une partie de notre population, surtout celle qui est destinée à devenir demain l'élite de notre pays, risque de passer à côté d'un certain nombre de réalités, ou plutôt d'avoir simplement une approche très théorique de ces réalités. Nous avons sollicité ces pépinières de futurs grands dirigeants, et l'école polytechnique a répondu et nous affecte tous les ans, depuis 3 ans, des stagiaires pour des durées assez longues, hein, c'est presque 7 mois. En 7 mois, on peut faire des choses. Donc nous les répartissons pour moitié sur le territoire national, donc essentiellement dans le domaine de l'urgence, mais aussi du social. Et nous en envoyons aussi dans les hôpitaux, dispensaires et les poseries que l'Ordre de Malte s'honore d'entretenir depuis des lustres en Afrique. Nous espérons que sur le long terme,
cette expérience de vie, cette expérience humaine saura porter ses fruits et qu'un jour, quand ils seront devenus des gens puissants, ils se souviendront des associations comme les nôtres. Merci beaucoup pour ces témoignages. Dans la salle, monsieur. Oui, bonjour, Pierre Carrère. Je viens de Moselle. J'ai une double casquette. Je suis responsable du secours à personne chez les sapeurs-pompiers de la Moselle. Je suis également administrateur à la protection civile de la Moselle. Et donc, je voudrais rebondir et peut-être jeter un pavé dans la mare par rapport à votre optimisme que je reconnais. Néanmoins, je voudrais évoquer, selon les deux casquettes, au niveau protection civile, vous parliez tout à l'heure, effectivement, on travaille avec le bénévolat. Donc, le bénévolat, c'est très bien. Le souci, quand on est administrateur derrière, c'est que ça a un coût. Donc, s'il n'y a pas de charge salariale sur le bénévolat, c'est très très bien. Je reconnais et je salue l'action des personnes qui sont bénévoles, qui consacrent leur soirée, leur week-end à toutes ces actions. Effectivement, là, je les vois sur deux aspects. Vous parliez tout à l'heure des catastrophes naturelles, Xantia, AZF, etc. Ce sont des opérations majeures, c'est pas très compliqué à gérer parce que les préfectures ouvrent des fonds, on a des plans Orsec qui sont déclenchés, les assurances s'en mêlent, l'État s'en mêle, et donc quelque part les fonds sont avancés par les associations qui vont s'y retrouver. En fait, les associations sont en capacité de répondre à cette demande qui est très ponctuelle avec effectivement derrière un retour à la vie normale, mais ça se gère. Ce sont des opérations lourdes, mais ça se gère. Quand on est sur le principe des maraudes, tel qu'on le vit avec les périodes de froid, en province, alors je ne connais pas très bien le tissu parisien, le fonctionnement du plateau parisien avec des SAMU sociaux qui sont peut-être structurés. En province, c'est pas ça du tout. Le SAMU social existe, c'est un numéro de téléphone. Il n'y a rien derrière. On a un 115 qui fonctionne également avec du bénévolat. Les personnes sont à l'écoute, essayent de trouver des solutions. Et au quotidien, on n'est pas sur des tempêtes Xynthia qui sont ponctuelles. On est sur le quotidien de la vie de tous les jours de centaines de personnes qui vont appeler à l'aide, qui sont en détresse. Et au niveau du 115, à part essayer de trouver un lit pour héberger des personnes qui sont dans le froid, vous l'avez signalé, avec des enfants, avec des mineurs, voilà, 2-3 structures dans une grande ville avec 20 ou 30 lits. On a une centaine de lits sur la ville et puis 200 appels tous les jours. Donc les maraudes qui vont tourner, protection civile, Croix-Rouge ou autres, qui vont tourner, du bénévolat, on distribue des vêtements, on distribue des soupes. Quand on est administrateur, à un moment on se pose la question, où va-t-on chercher la soupe, où va-t-on chercher les vêtements? Et on arrive dans le vif du sujet, ça a un coût. Les véhicules qui tournent, il faut leur mettre du gasoil. Et là derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Donc en fait, on est sur les budgets propres des associations, qui sont des petites associations locales ou départementales, qui n'ont pas forcément des budgets qui permettent de supporter l'achat de soupes ou de vêtements. Donc c'est du bricolage, on essaye de raccommoder, de trouver quelqu'un qui donne une soupe, quelqu'un qui donne un pull, une paire de chaussures. Et voilà. Et derrière, transport de ces personnes sur des centres d'accueil qui sont complets, et puis derrière, pas de solution. Donc là, je change de casquette, je mets la casquette sapeur-pompier, et docteur, vous l'avez évoqué, on fait appel aux pompiers. Aujourd'hui, mon sujet au niveau de ma profession, au niveau du SDIS de la Moselle, c'est de trouver une solution sur le déficit de la couverture sociale, de la couverture opérationnelle, du service de secours à personne du département. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à assurer la couverture sociale pour le risque incendie, le risque secours à personne, qui sont les missions propres des pompiers. Pourquoi ? Parce qu'on travaille à budget constant, comme tous les services publics. Tout le monde essaye de faire ce qu'il peut, sauf qu'aujourd'hui, quand on a un arrêt cardiaque ou un accident ou un feu sur une ville, c'est des secours qui viennent de 15 km, parce que tous les moyens, tous les vecteurs et tous les personnels sont engagés, et ils sont engagés sur du social. Donc, effectivement, et Madame l'a évoqué, on arrive à l'hôpital avec des personnes qui sont en détresse. Donc la détresse est réelle, on ne la remet pas du tout en cause. Par contre, on arrive dans les services d'urgence. Et on revient sur le secourisme, le secours d'urgence, vous le connaissez bien au SAMU, secours d'urgence médical, secours d'urgence pour lesquels sont formés les pompiers. Et là, je rejoins ce que vous disiez au niveau des associations. Les sapeurs-pompiers ne sont pas formés.
Il y a aujourd'hui des formations de sociopsychologie, de prise en charge de la détresse sociale, pour lesquelles les sapeurs-pompiers ne sont pas formés. Alors, si vous avez eu la chance de pouvoir informer ou donner un coup de main au niveau des collègues de la brigade, c'est très bien. Les pompiers en France, au sens large, hein, en général, vous connaissez bien le problème aussi, ne sont pas formés là-dessus. Et on se retrouve, non pas forcément avec l'aide que les personnes attendent, mais avec une réponse d'un transport où les gens, quand ils rentrent en caserne, disent c'est pas notre boulot, on n'a pas à le faire. Et de toute façon, on n'a pas de solution. On arrive à l'hôpital, on dépose les personnes, les collègues hospitaliers réceptionnent les personnes. Ouais, vous venez pourquoi? Un bras cassé, une urgence, un déchocage? Non, j'ai faim. C'est pas notre boulot. Et effectivement, les personnes, on en fait quoi? Bien malheureusement, elles repartent. Elles sont mises à la rue de l'hôpital, à la rue du service public, et 1 heure après, on recommence. Et aujourd'hui, la réalité des choses, elle est là. Alors, on philosophe sur les grands sujets où tout le monde est d'accord. Hein. Je pense que je ne remets pas du tout en cause ce que vous avez dit et toutes les actions que vous menez. Seulement aujourd'hui, si je reprends, c'est pour ça que j'étais venu à la conférence, y a-t-il une solution et qui doit intervenir? Les services publics tels qu'ils sont structurés aujourd'hui au niveau des sapeurs-pompiers, ce n'est pas leur mission première et ne sont pas structurés pour pouvoir le faire. Les associations, il y a des formations qui sont structurées pour, par contre, il n'y a pas les moyens derrière. Voilà, donc je voulais intervenir là-dessus. Merci. Merci de votre intervention. Je vais répondre sur le volet social. Alors, il faut comprendre que ce qu'on appelle la veille sociale, donc la prise en charge des personnes en situation de détresse ou de grande exclusion sociale, c'est une compétence de l'État. Quand on dit État, ça veut dire que localement dans les départements, c'est la préfecture qui gère et qui supervise l'ensemble des dispositifs. Comment ça se passe? Il y a généralement une association qui est gestionnaire, effectivement, vous l'avez cité, du 115, hein, du SAMU social, qui éventuellement va développer un certain nombre de réponses. Donc il peut y avoir effectivement des équipes de professionnels qui interviennent. Mais il y a aussi les associations. Et alors là, je prends le cas de l'Ordre de Malte. Nous gérons sur l'ensemble du territoire français une vingtaine de maraudes sociales. Et pour chacun de ces dispositifs, nous sommes systématiquement éligibles à des subventions publiques. Ça veut dire que nous nous adressons, alors il y a un service qui s'appelle la Direction départementale de la cohésion sociale, qui gère tous ces programmes sur le territoire de manière déconcentrée. Et donc nous obtenons systématiquement, ou si nous ne les obtenons pas, nous les demandons, et voilà, jusqu'à ce qu'on les obtienne, des subventions qui vont permettre de financer, comme vous avez souligné très justement, même si ce sont des bénévoles, il y a besoin de matériel, les véhicules, ça coûte très cher, il faut mettre du carburant, il faut les assurer, il faut des tenues aussi pour équiper nos bénévoles, il faut des soupes, etc. Donc là, si ça n'est pas le cas sur votre territoire, je vous engage les associations impliquées à vous rapprocher tout de suite de la préfecture, parce que c'est anormal. Mais là, c'est vraiment je parle vraiment du volet social, et je laisserai mes collègues répondre sur le volet médical ou sanitaire. Moi, je vais vous répondre sur la question des ressources, en particulier des ressources des associations agréées de sécurité civile, celles dites associations de secourisme. Il y en a un certain nombre dans la salle, là, je les reconnais. Hein. Alors, je vais dire, pour le public qui ne connaît pas les mécanismes qui permettent à ces associations d'avoir des ressources pour se payer des ambulances, appelons ça un VPSP, un défibrillateur, un lot de secourisme, les tenues, les formations, etc. Tout ça coûte très très cher. C'est du matériel normalisé, médical, ça coûte très cher. Donc il faut trouver du nerf de la guerre. Lorsque l'État a fait le grand ménage en 2004, avec la loi que j'évoquais tout à l'heure, quand il a défini les 4 missions de sécurité civile que je passais en revue tout à l'heure, il a passé un deal avec ces associations. Il leur a dit, voilà, vous allez remplir une mission de service public. Pour cela, vous êtes soumis à une procédure d'agrément. Donc, on est agréé ou on ne l'est pas. C'est un cahier des charges. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. En contrepartie de la mission que vous allez faire pour nous, mission de service public, nous allons vous permettre de générer des ressources plutôt que vous donner des subventions. Donc, on n'est pas dans la même logique que la solidarité. D'où procèdent ces ressources sur lesquelles nous vivons? Essentiellement de deux activités. L'enseignement du secourisme grand public, et je vous rappelle les politiques publiques en la matière. Nous sommes à 38% de citoyens formés au PSC1 et l'État voudrait arriver
à 80%, donc il y a encore de quoi faire. Un PSE1, on est entre nous, là, c'est combien? 60 €? C'est ce qu'on demande à peu près, voilà. Et la deuxième source, c'est l'exclusivité que nous réserve l'État pour la mise en sécurité des grands rassemblements supérieurs à 1500 personnes, ce que nous appelons dans notre jargon un DPS. Voilà. Voilà d'où proviennent, depuis 2004, les ressources des associations. Et c'est là-dessus que nous faisons. Et c'est là-dessus que nous avons besoin du soutien de l'État pour maintenir ce flux. Or, que se passe-t-il? Au début, nous étions, nous les associations, avec les pompiers, pratiquement les seuls sur le marché, entre guillemets, de l'enseignement du secourisme. Or, j'assiste depuis quelques années à l'arrivée spectaculaire de l'éducation nationale qui, toujours dans cette logique consiste à tirer vers le haut le niveau de formation de la population, devient un des acteurs principaux de l'enseignement du PSE1, mais avec qui? Avec des fonctionnaires de l'éducation nationale, pas avec des pompiers volontaires, pas avec des moniteurs bénévoles des associations. La deuxième source, donc là-dessus, nous savons que nous sommes soumis à une pression de plus en plus forte qui provoque parfois une concurrence sur le terrain qui peut s'avérer malsaine à ce que j'appelle l'interassociatif. Vous le savez bien. Deuxième source de ressources, deuxième ressource, les postes de sécurité. On se dit, bon ben là, c'est bien, la loi est très claire, le décret sur les DPS, hein, tout rassemblement supérieur à 1500 personnes doit faire l'objet d'une analyse du risque et de la mise en place d'un dispositif prévisionnel des secours par une association agréée. Et c'est l'agrément D, il est fait pour ça. Or là aussi, j'assiste, moi, à l'arrivée d'un nouveau concurrent, hein, qui sont les associations, les compagnies privées médicales. Eh oui, tout le monde doit faire sa petite place au soleil, là, mais on n'est pas dans la même logique. On n'est pas dans la même logique, là. Et l'action que nous avons entreprise au CNPC depuis 3 ans dans la commission que j'ai l'honneur toujours de présider consiste justement à rappeler à l'État que c'est bien, en 2004, vous avez fait le nécessaire, mais si vous nous protégez pas hein, sur nos ressources, nous allons un jour ou l'autre devoir déposer le sac de secours. Hein. Voilà. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est un risque, c'est un véritable risque. Moi, je veux simplement rajouter quelque chose par rapport au monsieur que vous emmenez qui a faim aux urgences. Je crois malgré tout que c'est une fonction de l'hôpital. Et il faut que ça reste une mission de l'hôpital. De manger, ça fait partie des besoins fondamentaux. Ça doit rester, en tout cas au niveau du service social hospitalier, la fonction principale, si vous voulez. Et on ne doit pas faire repartir quelqu'un de l'hôpital s'il a faim. Une dernière question ou un dernier témoignage peut-être dans le public? Non? N'hésitez pas, hein, on est entre nous, vous pouvez y aller. On vous répondra, monsieur. Simplement pour dire que l'évaluation des risques, elle est à moins de 1500 personnes, hein, participants. Oui, enfin, beaucoup moins même. Sinon, il y a plein de DPS que nous ne ferions pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup plus qu'il y a quelques années, de sociétés qui veulent pratiquer, qui veulent professer en matière de secourisme. Est-ce que le CNPC a autorité, si l'on peut dire, pour justement faire stabiliser cette évolution cette apparition de nouvelles sociétés, justement? Le CNPC est un organisme un peu curieux. Il a été créé, d'abord, il est très vieux, hein, il a été créé dans les années 60. Et c'est ce que j'appelle, moi, entre guillemets, un faux-nez de l'administration. C'est un organisme qui est destiné à être le relais entre le mouvement associatif et l'État. Et la preuve de ce que je dis, c'est que le président du CNPC est toujours un préfet. C'est un préfet en retraite, mais c'est un préfet. Voilà. Et le CNPC, la cour d'entraînement avec l'État,
nous amène directement sur la Direction générale de la sécurité civile. Voilà. Alors, nous avons un statut, mais qui est un statut, loi 1901, c'est une association. Hein. C'est peut-être un faux nez de l'administration, mais c'est une association. Elle n'a quasiment pas de ressources. Hein, et les ressources proviennent uniquement des cotisations des associations qui sont adhérentes. Voilà. Mais le CNPC a fait la preuve que si nous nous adressons groupés auprès de l'État, nous avons plus de chances de faire aboutir nos doléances plutôt que d'y aller en ordre dispersé. Je rajouterais même que pendant très longtemps, l'administration, pas l'État, mais l'administration a un petit peu, très dangereuse, à mon avis, un peu dangereusement, spéculé sur la division du mouvement associatif pour pouvoir ne pas être embêté par cette composante de la chaîne des secours que nous appelons, nous, à la CNPC, le tiers secteur. Voilà. Le tiers secteur, parce que c'est la composante bénévole, celle qui émane de la société civile et qui vient en concours, comme le dit le règlement, des services institutionnels que constituent les moyens des sapeurs-pompiers et les moyens de la santé dans le domaine du secours. Une dernière question, la toute dernière. Sans regret. Merci beaucoup à nos intervenants pour cette conférence. Merci à vous d'y avoir assisté et d'y avoir participé. Une bonne soirée à tous. Merci et à toutes. Merci.